Le stoïcisme est un courant de pensée né en Grèce, mais qui va avoir une résonance particulièrement forte à Rome. Et cette philosophie s'illustre parfaitement dans la figure de Marc Aurèle qui est un empereur philosophe. Et donc il est à la fois politiquement l'homme le plus puissant de son époque, mais également un authentique philosophe. Marc Aurèle est d'abord un empereur, bien sûr, et il est issu des classes privilégiées de la société. Il appartient à une illustre dynastie, la dynastie des Antonins. Et dès l'enfance, Marc Aurèle est repéré pour ses qualités intellectuelles, morales, et l'empereur Hadrien, auquel il est apparenté, va reconnaître en Marc Aurèle un possible successeur. À Rome, les empereurs ne se succèdent pas, comme dans la monarchie française ou britannique, forcément de père en fils. Hein. Il n'y a pas de règle de transmission du pouvoir très claire. Hein. Donc, souvent, il y a des adoptions où l'empereur va adopter ou désigner un successeur qui lui semble compétent, qui lui semble sérieux pour diriger l'empire. Et donc, une fois qu'il a été repéré comme quelqu'un de particulièrement talentueux, Marc Aurèle va recevoir une excellente éducation. Et rarement dans l'histoire, un prince n'a été aussi bien préparé à l'exercice du pouvoir. Il est instruit dans de nombreux domaines et à 14 ans, il va prendre le costume de philosophe et il va choisir une doctrine, le stoïcisme. Alors nous avons déjà parlé du stoïcisme en Grèce, et le stoïcisme impose un mode de vie simple, voire austère, où l'esprit parvient à dominer le corps, à contrôler ses émotions. Le stoïcisme, justement, considère, nous en avions déjà parlé, qu'il faut davantage revoir ses désirs que l'ordre du monde. Marc Aurèle poursuit sa formation, et en 138, il est encore trop jeune pour monter sur le trône, mais va être associé au pouvoir impérial 2 ans plus tard, en 140. Et finalement, il va accéder au plein exercice du pouvoir à la mort d'Antonin, à la mort de l'empereur Antonin, en 161. Et là, déjà, Marc Aurèle va faire quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire qu'il va choisir de ne pas régner seul, ce qui montre déjà une très grande sagesse. Au moment où il est investi comme empereur, eh bien, il décide d'associer son frère d'adoption, Lucius Verus, au trône. Et donc, pour la première fois, à la tête de l'Empire, on a 2 Augustes, Marc Aurèle et Lucius Verus. Marc Aurèle ayant quelque peu éclipsé Lucius Verus d'un point de vue historique, Marc Aurèle est quand même la grande figure. Mais il n'est pas le seul empereur au début de son règne. Alors Marc Aurèle est un stoïcien et il se considère comme un disciple d'Épictète. Épictète. Alors déjà, il faut voir le paradoxe, c'est-à-dire Épictète, c'est un esclave. Donc, on a un empereur qui considère que son maître à penser est un esclave. Ce qui montre à quel point le stoïcisme était répandu dans toutes les catégories sociales de Rome. Que ce soit dans les catégories les plus basses, hein, auprès des esclaves, mais aussi les plus hautes, jusqu'au sommet de l'Empire. Donc déjà, on voit quelqu'un qui est très modeste, hein, Marc Aurèle, voilà, qui prend pour maître Épictète. Et Épictète est un grand philosophe stoïcien qui, malgré qu'il soit un esclave, a développé une pensée très importante. Et il a vécu à Rome au 1er siècle de notre ère, entre 50 et 125. Et Épictète avait une devise en tant qu'esclave, qui est
une grande maxime du stoïcisme qui est abstiens-toi et supporte. Abstiens-toi et supporte. C'est l'exemple même, justement, du stoïque. L'image souvent utilisée pour le stoïcisme, c'est la vache sous la pluie. On a parlé des cyniques qui nous invitent à vivre comme des chiens. Là, on va parler d'une vache. Mais vous voyez, une vache dans un champ, il pleut, elle reste impassible. Et s'il fait 50 degrés et le soleil tape, bon, finalement, elle reste à peu près avec la même réaction. Bon. Et cette image-là est importante pour le stoïcisme. C'est-à-dire qu'il faut faire en quelque sorte comme l'animal, comme la vache, qui est capable de supporter vents et marées, toutes les tempêtes, et qui s'abstient. Ça sert à rien de s'énerver, elle peut rien faire contre ça, elle supporte. Alors Épictète, c'est un esclave, et il y a une histoire à son propos qui illustre très bien cette devise « abstiens-toi et supporte ». Épictète avait un maître absolument ignoble, cruel, sadique, on pourrait dire, mais on est bien avant Sade. Ce maître, justement, voulait pousser dans ses retranchements cet esclave qui supportait tout. Et ça lui était insupportable, en fait. Et donc, pour tester Épictète, il le torturait. Et notamment, une fois, il lui place la jambe dans un brodequin, qui est une sorte d'instrument de torture, et puis on serre le brodequin, et ça compresse la jambe, et ça peut aboutir à la rupture, en fait. Bon. Et Épictète, en parfait philosophe stoïcien, supporte, s'abstient, et souhaite que son esprit, en quelque sorte, maîtrise sa souffrance, maîtrise son corps, et au moment de la torture, il met en garde son maître. Attention, tu vas me casser la jambe. Poliment, sobrement, avec une maîtrise de soi parfaite. Le maître est énervé. Il dit, c'est pas possible, comment ça se fait qu'il réagit pas, il n'est pas humain, en fait. Voilà. Donc il continue. Et Épictète lui redit, attention, tu vas vraiment me casser la jambe. Et le maître poursuit, il donne un dernier coup, et on entend crac, la jambe se casse. Et là, Épictète lui dit, je t'avais prévenu, tu m'as cassé la jambe. Vous voyez, ça c'est l'exemple même du stoïcisme. Voilà. En quelque sorte, il faut passer outre, il faut se maîtriser, et il faut justement supporter et s'abstenir. Alors Marc Aurèle est admiratif d'un tel comportement, et avec un autre penseur, Sénèque, qui est aussi un grand représentant du stoïcisme, Marc Aurèle va être justement un des plus admirables représentants de l'école stoïcienne, et surtout, il va exercer le pouvoir. Donc c'est un moment assez unique dans l'histoire, où un philosophe est au pouvoir. Donc on est presque dans la réalisation de l'idéal platonicien, un philosophe roi. Marc Aurèle va écrire, souvent le soir, lorsqu'il est en campagne militaire, et ces textes sont rassemblés dans un recueil qui a pour titre « Pensées pour moi-même », et qui sont des réflexions, une sorte d'examen de conscience, où Marc Aurèle met des maximes, des questions, des remarques, des observations. Alors Marc Aurèle demeure en général fidèle à l'esprit, à la lettre du stoïcisme, mais il va légèrement l'adoucir, lui donner une certaine tendresse. On est dans un stoïcisme qui est moins dur, en quelque sorte, avec Marc Aurèle. Et puis, surtout, Marc Aurèle va développer une conception philosophique du pouvoir. C'est ce qu'on appelle le stoïcisme impérial. Le stoïcisme comme doctrine de gouvernement. Pour Marc Aurèle, être empereur, exercer le pouvoir, est avant tout un devoir. C'est une lourde responsabilité, c'est pas du tout un privilège, c'est un fardeau. Le prince se doit d'être bienveillant et
d'être soucieux du bien public. Marc Aurèle va aussi s'inspirer d'une leçon de Sénèque. Sénèque est un philosophe stoïcien aussi du 1er siècle. Et Sénèque, notamment, s'est chargé de l'éducation de Néron. Mais bon, ça a été un échec total, puisque Néron n'a pas du tout suivi les prescriptions de son maître et est devenu un terrible despote. Et Sénèque a fait toute une leçon à Néron qui nous est parvenue, qui s'appelle le De Clementia, de la clémence. Et Sénèque conseille à Néron d'être clément. Il faut faire preuve de clémence dans l'exercice du pouvoir. La clémence, c'est pas le pardon, c'est pas la faiblesse du pouvoir, c'est justement de faire en sorte qu'il n'y ait pas un cycle infernal de violence. Pour Sénèque, si la réponse, par exemple, pénale est très dure et très forte, eh ben, le pouvoir devient aussi violent que ceux qui commettent des infractions, que les criminels. Et donc, il se met au même niveau. Et donc, il y a un risque. Il y a un risque qu'il y ait une sorte de cycle de violence dans la société, où après tout, puisque le pouvoir est violent, pourquoi les individus ne seraient pas violents? Et puis, Sénèque explique qu'à force de mettre en avant les difficultés, la criminalité, par exemple, eh ben, en fait, on lui fait de la publicité. On fait de la publicité pour le crime, pour les vices. Et donc, on incite les individus à mal se comporter. Parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose de commun, c'est quelque chose de général. Il y avait une publicité, par exemple, aux États-Unis dans les années 1980 contre la drogue, et c'était justement des jeunes à qui on proposait de la drogue, tu veux pas du shit, par exemple, et puis tout le monde disait « Ah non, 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 je n'en veux pas ». Bon. Et en fait, cette publicité, elle a eu un échec total. On a compris que ça avait provoqué même l'inverse, parce que en fait, le comportement qui était imité n'était pas celui qui disait non, ça avait montré en fait qu'à tous les coins de rue, on pouvait se procurer de la drogue. Et donc, ça a été complètement contre-productif. Et donc, si vous voulez, la réflexion de Sénèque, c'est un peu la même chose. C'est voilà. Faites attention lorsque vous parlez de la criminalité, parce que vous faites la publicité, la promotion d'une activité, le crime. Et si le pouvoir veut, en fait, ne pas être empêtré dans ces questions-là, il doit faire preuve de clémence. Sénèque considère que si on est clément avec quelqu'un, si au lieu, par exemple, voilà, d'avoir commis une petite infraction, on est doux, on lui dit voilà, bon, tu as fait une bêtise, pour cette fois-ci ça passe, pour la prochaine fois ça passera pas. Il y a beaucoup plus de chances qu'il n'y ait pas de récidive, plutôt que si immédiatement, comme dans Les Misérables, hein, où Jean Valjean prend 10 ans de prison parce qu'il a volé un pain. Hein. Ouais, bon, là, c'est une société extrêmement répressive, et d'après Sénèque, le pouvoir n'a rien à gagner à être extrêmement répressif. Au contraire, s'il veut une société apaisée, harmonieuse, heureuse, et qui va vers le chemin, justement, de la paix, il faut savoir être clément. Donc, Marc Aurèle, plus tard, reprend cette réflexion de Sénèque, et donc il considère que l'empereur doit être clément, notamment lorsqu'il participe à la justice. Et puis, Marc Aurèle considère que l'homme de pouvoir, l'empereur qu'il est, doit se soumettre au contrôle de sa conscience. Chacun doit accomplir son devoir tel que sa conscience lui enseigne. Le dirigeant doit agir avec raison, avec équilibre, avec mesure, et donc il ne doit pas se livrer à la violence. Ça revient à la réflexion de Sénèque dont je vous parlais. On ne respecte pas quelqu'un qui est extrêmement violent. On va respecter davantage le sage qui sait passer outre et qui sait rétablir la paix, en grand seigneur, en quelque sorte. Ça force l'autorité, ça force le respect. Quelqu'un qui se contente de répondre violemment, certes, pour un temps, peut-être qu'il gagne, mais sur le temps long,
il s'affaiblit. La force brute permet de gagner un temps, mais on n'est jamais toujours fort. Un jour, on vieillit, on s'affaiblit, on est malade, le pouvoir nous échappe, et ça peut se retourner contre nous. Alors qu'au contraire, quelqu'un qui dans sa vie aura fait preuve de clémence, de douceur, de bienveillance, finalement, ce sera fait beaucoup d'amis et très peu d'ennemis, et sera apprécié, sera populaire, et lui-même, en fait, aura beaucoup moins souffert parce qu'il saura au fond de lui qu'il a fait du bien. Il verra visiblement que son gouvernement a amélioré la vie des hommes. Alors, plutôt que voilà, de les punir très fortement dès qu'il y a une petite erreur. Parce que dans le stoïcisme, il y a aussi cette idée que, bien sûr, les individus sont faibles. Voilà, nous sommes soumis à nos sens, à nos émotions, à nos passions, et c'est pour ça qu'il faut faire en sorte de les contrôler, qu'il faut faire en sorte de les maîtriser, mais en même temps, il faut être indulgent, parce qu'on n'y arrive pas forcément toujours. Et donc, le pouvoir qui ne serait pas indulgent ferait fausse route. Ainsi, Marc Aurèle est considéré comme vraiment le philosophe roi, je vous l'ai dit. On dit de lui qu'il est la philosophie stoïcienne assise sur un trône. Et Marc Aurèle répugne beaucoup à la violence. Il répugne de voir du sang couler. Et par exemple, lorsqu'il assiste au jeu du cirque, eh ben, ostensiblement, il sort un parchemin et il lit, pour montrer qu'il est plus intéressé par la lecture que par le combat des gladiateurs ou des animaux ou du cirque. Hein, voilà. Parce que, pour lui, en fait, quand la violence est un divertissement, ça en dit long aussi sur la société. Et une société violente ne produit rien de très bon à long terme. Alors, Marc Aurèle va aussi voyager, et notamment en 175 et 176, il fait un voyage à Athènes, et il devient protecteur de la philosophie, et il va lui-même décider d'assurer le recrutement et la rémunération des maîtres en philosophie et en rhétorique, en soutenant les grandes écoles philosophiques de son temps. Alors, quelles sont ces grandes écoles? On en a déjà parlé. On a l'Académie de Platon, le lycée d'Aristote, le portique, la stoa des stoïciens, le portique des stoïciens, et puis il y a une dernière école, c'est le jardin d'Épicure. Donc, Marc Aurèle se fait le protecteur des lettres, de la pensée, des intellectuels, et à Rome, il est particulièrement soucieux du bien-être de la population, donc il s'intéresse beaucoup à la santé publique, à l'éducation, à la pauvreté. Bref, il a un règne très sage, mais Marc Aurèle, qui finalement ne rêve que de bibliothèque, d'apprendre, d'écrire, va être obligé, en raison des circonstances, de guerroyer quasiment durant tout son règne, et sur ces 19 années de règne, il va en connaître 17 en campagne. Pourquoi? Parce que il commence à y avoir des difficultés aux frontières pour maintenir la sécurité de l'Empire, pour limiter les incursions barbares. Et à la mort de Marc Aurèle, on considère que c'est la fin de la Pax Romana, de la paix romaine, qui est un moment unique dans l'histoire où ce vaste empire qui va du sud de la Grande-Bretagne jusqu'en Égypte, qui englobe toute la Méditerranée, vit à peu près en paix. Donc on a, en quelque sorte, avec le règne de Marc Aurèle, une forme d'apogée de l'Empire romain, et même peut-être de la civilisation romaine.